bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François Delacroix. Donc, 69 ans, presque 35 ans de directeur de cabinet à Montpellier. On peut résumer comme ça? Non, il y a la direction de la communauté d'agglo, 8 ans. Oui, non, mais enfin, entre Montpellier, la région... 30 ans de fraîche. 30 ans de fraîche et 5 ans de Sorel. Et 50 de Sorel. Voilà. D'abord la une donc, du numéro 772 de La Glorieuse, avec un entretien XXL avec François Delacroix. Donc, au bout de 16 ans, donc ça fait 16 ans que La Glorieuse existe, finalement, on a réussi à voir François Delacroix comme entretien XXL. Donc, en page intérieure, un dossier sur, à la veille du congrès du PS. Vous savez pourquoi on n'avait pas de relation à l'époque? C'est parce que vous étiez méchant et trop dur vis-à-vis de Frêche. Non. Est-ce que Frêche n'était pas méchant et trop dur? Non, c'est un homme adorable et il ne méritait pas les critiques que vous lui formuliez en permanence. Bon, on va y revenir. Je continue le journal. Donc, en page intérieure, à la veille du congrès du PS, on affûte les couteaux et Hussein Bourgi, localement, se prend un petit peu pour Jupiter. Voilà. Ensuite, un dossier sur on revient sur la droite constructive, nouveau parti. Aujourd'hui, tout le monde se positionne au centre. Un petit article aussi sur un député qui est un peu loin, mais dont on s'est intéressé à son actualité. C'est Pierre Morel à l'huissier. Et on a fait un petit article qui s'appelle « L'art de désinfecter ». Et bien sûr, quelques autres risées et friandises que vous trouverez dans le numéro 772 en kiosque à partir de mercredi. François Delacroix, rebonjour. Rebonjour. Voilà, alors on va commencer par des questions désagréables, si vous le permettez. Vous avez agonie d'injures pendant quelques années, maintenant vous nous parlez, pourquoi ce revirement? Ce revirement découle de la réalité de la situation locale. Voilà. Vous êtes aujourd'hui, après avoir été un journal qui ne vérifiait pas toutes ces informations, vous avez fait un peu des progrès dans ce domaine. Au départ, vous disiez qu'on était un torchon. Je disais que vous étiez un journal qui ne vérifiait pas ces informations et qui n'était pas correct avec la vie politique locale. Vous avez des exemples? C'est tellement loin. Puis je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Alors on serait passé, selon vous, du vice à la vertu? Un peu, pas complètement encore. Bon, vous nous reprochez de publier les bruits de couloir, c'est ça? Un peu, oui. Mais d'abord, on a gagné la plupart de nos procès en parlant de ces bruits de couloir qu'on nous a reprochés. Et ensuite, voilà, les bruits de couloir, c'est ce qui intéresse un peu les gens dans la sphère politique. Malheureusement. Malheureusement, mais c'est une réalité, vous avez raison. Vous vous calquez sur la réalité dans l'intérêt de votre journal. Vous avez dit sur votre CV être un proche collaborateur de Mendes France. Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions? Bien, je suis grenoblois d'origine. Mendes était candidat aux législatives. Et il avait, à l'époque, n'existaient pas les attachés parlementaires. Et il m'avait recruté, il me payait sur ses économies personnelles pour l'aider dans l'organisation de sa campagne électorale. Donc je suis resté avec Mendes une année avant qu'il tombe malade et qu'il se retire sa candidature des législatives à Grenoble. Vous avez collé des affiches pour lui? J'ai collé, j'ai surtout beaucoup organisé des réunions Tupperware. D'accord. Hein, c'était la mode à l'époque. C'est Mendes qui a montré l'exemple, qui a été suivi après au niveau national. La première fois que vous avez rencontré Georges Frêche, ça s'est passé dans quelles conditions? Eh bien, j'ai postulé à un appel à candidature dans la Gazette des communes. Oui. Pour un poste de secrétaire général adjoint. Et puis ils avaient créé un jury auquel Vézinet participait, Vallet à l'époque, et j'ai été retenu dans les 2 derniers candidats qui avaient postulé à cette fonction. J'ai été invité par Georges Frêche à le rencontrer pour qu'il prenne sa décision. Ça m'avait beaucoup marqué ce rendez-vous parce que j'ai été accompagné de mon fils Thomas, qui n'avait rien trouvé de mieux que d'assommer la petite Julie lors de cet entretien.
C'est à partir de cet entretien que Frêche a décidé de me recruter et que je suis devenu dans un premier temps secrétaire général adjoint de monsieur, je tairai son nom. Ah bon. Pourquoi vous voulez taire son nom? Non, c'est une boutade, c'est un amusement. Tant que je n'étais pas élu avec l'intéressé, on a travaillé tous les deux dans l'intérêt de Georges Frêche. Je le reconnais. Et on a eu l'intelligence tous les deux, chaque fois qu'on avait un désaccord, d'essayer de le régler entre nous, plutôt que d'aller pleurer auprès de papa pour lui casser les pieds. Et ça s'est passé comment le premier contact C'était où? Le premier contact que j'ai eu avec Cougnac... Non, pas avec Cougnac, avec Georges Frêche. C'est dans son bureau à la mairie. D'accord. Et c'est là où le fils et la fille se sont... Voilà, son bureau. Ah oui, d'accord. Sous la table du maire. Et vous veniez, vous veniez aux entretiens avec votre fils? C'est ce qu'il avait demandé, de venir avec sa femme. Ah d'accord. Oui. Ok. Et quelle impression vous a fait la première impression? Ah, moi, il m'a beaucoup impressionné la première fois. Et puis ensuite, je suis allé rencontrer le secrétaire général en poste, qui, pour m'accueillir chaleureusement, m'a logé pendant 3 mois à la maison pour tous de La Paillade, sur un lit en fer, sans chauffage l'hiver, puisque c'était au mois de novembre-décembre. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai failli même à un moment donné faire mes bagages et rentrer chez moi. C'était le début des hostilités? C'était le début des relations un peu compliquées. D'accord. Est-ce que vous ne considérez pas avoir un peu trop servi la soupe de Frêche sans discernement? Parce que bon, vous êtes quand même quelqu'un d'averti, donc sans discernement critique. Il ne m'a jamais fait faire des choses contraires à la morale ou contraires à l'intérêt général. Donc par rapport à ce que vous dites, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment d'avoir eu une chance exceptionnelle de travailler avec un homme exceptionnel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont pu le critiquer, vous avez remarqué. Bien sûr, mais c'est normal. Hein, il avait aussi des défauts. Et si c'était à refaire? Je referais la même chose. Alors, bon, au niveau régional, Carole Delga détricote un petit peu le fréchisme. Donc, il y a l'ordi, il y a le train à 1 euro. Donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il a fait n'était pas aussi bien que vous le laissez entendre? Mais je pense que ces décisions qui ont été prises à un moment donné devaient normalement évoluer. Et je pense que de certaines de ces décisions que vous mettez en exergue, je suis intimement convaincu que Frêche les aurait bougées et les aurait changées. L'ordi, on était trop généreux, objectivement. Donner des ordis à tous les jeunes sans prendre en compte le revenu des parents, c'était un peu excessif. Et je trouve que Delga a bien eu raison de remettre ce chantier sur la table pour y réfléchir. Là où je le regrette beaucoup, je trouve qu'elle est plus investie comme elle devrait sur le projet Sud de France, qui était un projet fédérateur, un projet de mobilisation pour le monde économique, pour le monde industriel, pour le monde culturel. Je trouve qu'elle le laisse un peu tomber. Et quid des députés, enfin, excusez-moi, pas des députés, des conseillers régionaux qui ont défendu Sud de France et qui maintenant gobent la nouvelle décision d'abandon de Sud de France sans moufter, quoi? Écoutez, c'est peut-être facile que je vais dire. Je trouve qu'en évoluant, le niveau des conseillers régionaux a plutôt tendance à baisser en qualité plutôt que de s'améliorer. On n'a plus de gens convaincus qui se battent. Ils sont là pour faire carrière, point final. Bon, vous allez me dire, c'est un peu facile la question que je vais vous poser, mais depuis le passage de Toulouse en capitale régionale, Montpellier ne devient-elle pas la Soudouée? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. J'ai été le seul conseiller régional sous l'ère Bourquin à défendre la fusion avec Toulouse. Le journal Les Échos mettait en exergue que la grande gagnante sur les 20 ans ou 30 ans qui viennent, ce sera Montpellier. On a intérêt à s'appuyer sur Toulouse, à bénéficier de son dynamisme, à bénéficier de sa croissance. Montpellier, je suis intimement convaincu, sera gagnant dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le seul domaine dans lequel on dépasse Toulouse, c'est le sport. Le rugby, le foot, le hand. La culture aussi.
La culture, nous on a un orchestre philharmonique. La culture est en train de baisser. Hein. Écoutez, le festival de musique est toujours de bon niveau, l'orchestre est en train de sortir des difficultés qu'il avait, les musées sont au top, il n'y a pas un musée à Toulouse qui est du niveau du musée Fabre. Soyez pas pessimiste, aimez cette ville, croyez en Montpellier. Oui, je crois en Montpellier. Bon. C'est pour ça que je vous pose des questions, justement. Toute votre vie, vous avez vécu au PS? J'ai commencé au PSU et PS après, oui. Ouais, PS, PSU, c'est un peu la même chose. Oui. Maintenant, vous êtes devenu macroniste. Pourquoi cette évolution? Parce que je suis observateur de la vie locale et de la vie politique nationale. La social-démocratie, c'est celle que la plupart des gens souhaitent. La dichotomie, l'opposition droite-gauche, de mon point de vue, elle est un peu dépassée. Quand je vois sur Internet l'attitude de Bourgi qui critique Macron du matin au soir, c'est le genre de choses que les gens ne veulent plus. On sort d'une crise, les gens ont besoin d'apaisement, ont besoin de dialogue. Hein, et je pense que Macron était le mieux à répondre à ce genre de choses. Mais Macron est-il vraiment social-démocrate? Écoutez, moi, c'est pas ma question aujourd'hui. Est-ce que Macron travaille pour l'intérêt général de la France? Je vous dis oui, sans hésiter. Tous les présidents ont travaillé pour l'intérêt de la France. Oui, ils ne prenaient pas de décision, la plupart. Hein, regardez en un an le nombre de décisions qui ont été prises qui font bouger les lignes. Moi, je suis un inconditionnel à ce jour de Macron. Pourquoi vous êtes mis au service de Philippe Sorel? Parce que sa victoire m'a d'abord beaucoup surpris. J'ai trouvé qu'il avait fait un excellent coup, que peu de gens croyaient qu'il gagnerait la mairie, et donc j'avais envie de tenter une expérience avec lui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était aussi personnel dans ses décisions et qu'il n'acceptait pas de partager ses réflexions avec ses collaborateurs ou avec ses élus. Qui voyez-vous émerger face à lui au municipal en 2020? Écoutez, aujourd'hui, objectivement, il faut être clair, il n'y a personne qui sort du lot pour l'affronter. Il y a Michael Lafosse, il y a un jeune qui monte actuellement qui s'appelle Romain Subira, il y a Assaf qui aussi en meurt d'envie. Romain Subira, vous l'avez tiré du chapeau celui-là? Je l'ai tiré du chapeau, oui. Je trouve que c'est un type, un jeune de 32 ans, 33 ans, plein d'avenir. Mais il est en dehors des écrans, radar en ce moment. Mais il était au cabinet de Philippe Sorel. Oui. Mais bon, à part le cabinet, il vient d'ouvrir un cabinet d'avocats. Oui. Laissez-lui le temps, autant. Ne soyez pas impatient. Ayez confiance aux jeunes. Donc vous le voyez? Je le vois dans... Vous en voyez d'autres? Non, j'en vois pas d'autres. Dans la boule de cristal? Non, j'en vois pas d'autres. Non, pour l'instant, peut-être Cyril Meunier. D'accord. Que vous inspire le fait que Montpellier soit passé au niveau de la 7e ville de France? Une statistique de l'INSEE. C'est bien pour l'ego des Montpelliérains, mais c'est pas fondamental. Bon, on va aborder le sujet Coralie Dubost, qui vous a éjecté du mouvement En Marche. On peut dire ça comme ça? Non, c'est un peu dur. Je suis parti de moi-même, n'acceptant pas la gouvernance qu'elle avait mise en place. D'accord. Je ne peux pas accepter que l'ambition démesurée de cette personne entraîne qu'on oublie les valeurs fondamentales. Si c'était à refaire, que referiez-vous? Que feriez-vous? Je serais plus vigilant. Sur quel point? Je serais moins naïf par rapport à Coralie Dubosc. J'ai fait preuve d'une naïveté coupable. Il faut bien laisser la place aux jeunes quand même. Je l'ai dit dans un journal montpelliérain qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Je suis le premier à m'être prononcé pour Macron sur le plan local et je suis le premier à avoir annoncé que je souhaitais que Coralie Dubosc soit candidate dans la 3e.
Mais je ne pensais pas qu'elle se comporterait comme elle se comporte. C'est un métier d'être député, d'être parlementaire. C'est défendre un territoire. Elle n'est jamais sur son territoire. Elle est en permanence à faire les cabinets ministériels pour essayer d'expliquer quelle est la plus belle, la plus sympathique et la plus intelligente pour devenir secrétaire d'État. Mais c'est n'importe quoi. Elle n'a aucune expérience professionnelle, sociale, syndicale ou politique. Qu'elle laisse le temps au temps. Vous l'habillez pour l'hiver, là? Non, je lui donne un conseil, parce que je pense qu'elle est intelligente. Et vous ne m'avez pas dit ce que vous feriez pour ne pas être éjecté du groupement En Marche localement, si c'était à refaire. Mais c'est pas éjecté, je suis toujours En Marche. J'ai été invité au vœu, j'ai eu au téléphone la nouvelle référente qui est une femme adorable, plus sympathique que Coralie Dubosc. J'ai reçu un mot personnel de Monsieur le Président de la République il y a quelques jours. Je suis toujours dans le courant. Vous êtes dans les tuyaux, quoi. Je suis toujours dans les tuyaux. D'accord. Oui, donc écoutez, vous retrouverez donc dans la glorieuse de cette semaine, donc cette interview XXL de François Delacroix avec d'autres sujets abordés. On va terminer par la question chapeau. Voilà, si vous voulez prendre un petit papier et lire la question et y répondre, s'il vous plaît. Dites-moi une gentillesse sur Coralie Dubosc. Je pense qu'elle est intelligente. Mais son ambition aujourd'hui... Non, une gentillesse, ne dites pas une méchanceté. Si elle est intelligente, c'est une gentillesse. Oui. Mais son ambition... Elle est ambitieuse aussi. Oui, mais elle est arriviste. Oui, c'est pas gentil ça. Non, c'est pas gentil, non, je l'assume pleinement. Très bien, mais sur ce mot, je vous remercie. Moi aussi, et bonne année à tout le monde.